Ok, donc troisième et dernière partie des révisions de mathématiques pour la prépa. Donc je rappelle, hein, c'est à destination de toutes les prépas où il y a un petit peu de mathématiques. Après, suivant les filières, vous avez besoin d'aller plus ou moins dans les détails. Mais voilà, les fractions, vous en avez besoin dans toutes les filières. Peu importe le niveau de mathématiques qui vous sera demandé. Donc on avait parlé des fractions, des identités remarquables, des puissances, les tracés de fonctions, limites dérivées primitives. Voilà. On avait détaillé les propriétés des fonctions exponentielles et logarithmes. Et d'ailleurs, on avait pris comme exemple cette fonction exponentielle dont on va parler tout de suite, parce qu'on va parler des équations différentielles du premier ordre. Alors le titre est un peu long, qu'est-ce que ça veut dire? Équation, donc il y a un signe égal entre deux quantités. Différentielle, ça veut dire qu'il y a des dérivés quelque part. Donc ici, vous avez la dérivée de la fonction f par rapport à t, la variable t. Et ici, vous avez la fonction elle-même qui apparaît. Souvent, il y a au moins deux termes. Un avec la fonction et un avec une dérivée, soit une dérivée première, soit une dérivée seconde. On avait donné la définition de la dérivée seconde, c'était la dérivée de la dérivée. Elle est ici. On note souvent f'' ou f'' en physique. Et ici, on va se restreindre aux équations du premier ordre, c'est-à-dire avec une dérivée d'ordre 1. Équation différentielle d'ordre 1, on appelle ça aussi. Donc vous avez une dérivée simple, il n'y a pas de dérivée seconde, il n'y a pas de dérivée tierce, etc. Donc déjà, on a souvent ce genre d'équation avec la dérivée fois une certaine constante a, la fonction fois une certaine constante b, égale à 0. On appelle ça une équation différentielle homogène. Homogène, ça veut dire qu'il y a un second membre ici. Le premier membre, c'est à gauche du signe égal. Le second membre, c'est là. Homogène, ça veut dire qu'il y a un 0 ici, que le second membre est nul. Et on aime beaucoup mettre les équations différentielles sous des formes qu'on appelle formes canoniques. Donc ici, la forme canonique, c'est df sur dt plus 1 sur tau. Donc tau, c'est un paramètre, c'est une constante, fois la fonction f égale à 0. J'aurais pu mettre f de t ici, hein, pour rappeler que f dépend de la variable t. Et si vous voyez que je suis passé de la première à la deuxième, la première forme à la deuxième, en divisant tout par b, 0 divisé par b, ça fait bien 0. En divisant tout par a, pardon. Donc 0 divisé par a, ça fait 0. B divisé par a, ça fait 1 sur tau. Donc tau, c'est a sur b. Et ici, a divisé par a, ça fait 1 fois df sur dt. On aime bien mettre un facteur 1 ici devant la dérivée d'ordre le plus élevé. Ici, la dérivée première. Et les solutions de cette équadif, elles s'écrivent comme ça. Ce sont des exponentielles. On peut même des fois définir l'exponentielle comme la solution, la fonction qui est solution de tel équadif avec telle condition. En tout cas, voilà les solutions. Alors les solutions, vous voyez qu'ici, il y a un préfacteur a qui est une constante réelle. Ça, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc a est un réel. Et donc vous prenez n'importe quelle valeur de a, y compris 0. Vous voyez, si je remplace 0 là-dedans, f égale 0, ce terme-là vaut 0. La dérivée de 0 de la fonction 0, ça vaut 0. Donc 0 plus 0 égale 0, tout va bien. C'est bien une solution de l'équation. Et de manière générale, avec une constante grand A, j'ai 1 sur tau fois f, donc grand A sur tau fois l'exponentielle. Et quand je dérive, donc si vous avez vu les vidéos précédentes ou si vous vous souvenez de ce que vous avez fait en maths précédemment, quand on dérive l'exponentielle, ça fait sortir entre guillemets le facteur qui est devant la variable, donc le moins 1 sur tau. Donc il y a un moins 1 sur tau qui va sortir. Bon, je vais l'écrire comme ça, c'est plus parlant. Tac. Et j'en profite, hein, n'hésitez pas dans le chat, ceux qui sont en direct, à poser des questions, n'importe quelle question sur le sujet, je réponds. Donc on a l'équation différentielle qui s'écrit comme ça, avec la variable t et la fonction f, plus 1 sur tau fois f égale à 0. Et je vais injecter la proposition de solution qui est donnée, grand A exponentielle moins t sur tau. Voilà, on note très souvent l'exponentielle e puissance. Ça va plus vite à écrire. Et donc df sur dt, je dérive.
Donc je dérive une constante fois une fonction, donc c'est la constante fois la dérivée de la fonction. La dérivée de l'exponentielle, c'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous vous souvenez, c'est la fameuse dérivée de f rongé. Donc je dérive déjà ce qui est à l'intérieur, le g'. Et la dérivée, donc ici g de t, c'est moins t sur tau. Et la dérivée de ça, g' de t, c'est moins 1 sur tau. Donc je multiplie par moins 1 sur tau. Voilà, je mets bien des parenthèses. Dès qu'il y a deux signes d'affilée, on met des parenthèses. Et ensuite, c'est la dérivée de ça, hein, c'est f' rongé fois g'. Je viens d'écrire le g'. Maintenant, il faut f' rongé. F ici, donc f de y, je peux l'appeler, c'est exponentielle y. La dérivée de ça, c'est l'exponentielle elle-même. Donc, je vais mettre l'exponentielle rond g, donc exponentielle de moins t sur tau. Voilà pourquoi l'exponentielle ne bouge pas, il y a juste le, entre guillemets, le moins 1 sur tau qui sort. Et du coup, si je fais df sur dt plus f sur tau, vous voyez que f sur tau, je peux l'écrire ici pour aller plus vite, ça fait a sur tau fois l'exponentielle, et là j'ai moins a sur tau fois l'exponentielle. Donc quand je fais la somme, ça fait bien 0. Donc ça marche. On a montré que cette solution, que cette fonction était bien solution. Alors là, on n'a pas démontré que toutes les solutions s'écrivaient comme ça. Voilà, on a montré que ça suffisait de l'écrire comme ça, mais on n'a pas montré que c'était nécessairement cette expression. Donc très souvent en maths, on vous demande de parler de conditions suffisantes et de conditions nécessaires. Ici, je vous donne juste la solution, je ne démontre pas totalement que c'est la seule. Et donc on appelle ça la solution générale. Vous voyez, il y a plein de solutions. Le mot général réfère au fait qu'il y a toutes les solutions possibles. On n'est pas pris une en particulier. Et il n'y a pas de second membre. En tout cas, le second membre est nul. Donc solution générale sans second membre, SG, SSM. Ok, ça c'est un M là. Ma caméra déborde un tout petit peu. Ah oui, ce que je faisais, c'est ça tout simplement. Voilà. Comme ça, je suis sûr de ne pas manger le texte. Ok, donc ça c'est une première équadif. Souvent, on abrège équation différentielle en équadif. Et on a pris une équation homogène avec un second membre nul. Maintenant, je vais mettre un second membre constant, B. Merci pour le follow, Kali. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer de résoudre ça en m'inspirant un peu de ce qu'on a fait précédemment. C'est un peu plus compliqué, cette fois-ci, il y a un second membre. Donc on va commencer non pas par une solution générale, comme ici, mais par une solution particulière. Donc là, j'en veux juste une seule. Je pourrais en trouver plein, j'en ai besoin que d'une pour commencer. Et très souvent en physique et tout le temps ici pour les équations du premier ordre, vous allez prendre une constante. Donc je vais remplacer la fonction par une constante. La dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc ce membre-là disparaît. Il reste 1 sur tau fois f égale b, autrement dit f égale b fois tau. J'injecte ça là-dedans. La dérivée de b fois tau, c'est une constante, ça fait 0. b fois tau, j'en place f par b fois tau divisé par tau, ça fait bien b. Donc ça marche. Ça, c'est la solution particulière avec second membre, donc SPASM. Et maintenant, si je veux la solution totale, la solution générale avec second membre, eh bien, je vais ajouter cette solution particulière à ce qu'on a fait précédemment, à la solution générale sans second membre. Voilà la méthode. Donc, en abrégé, la solution générale, la vraie solution de l'équation qui vous intéresse, c'est la solution générale sans second membre, donc cette exponentielle-là. Vous voyez, c'est général, il y a plein de solutions. Pour chaque nombre A, ça marche, c'est une solution. Plus une petite solution particulière, B tau, plus cette petite constante, qui est la solution particulière qui prend en compte le second membre, la constante B. Et donc la méthode, ça va toujours être de commencer par ça. Donc petit 1, on écrit la solution générale en écrivant SG égale SG-SSM plus SPA-SM. Solution générale sans second membre plus solution particulière. Vous avez la solution générale, mais c'est pas fini parce que grand A, vous pouvez souvent le déterminer. Et pour ça, vous étudiez la condition initiale. Très souvent, dans les exercices de physique ou dans les problèmes que vous avez à modéliser, on vous donne la valeur de la fonction
en un certain point et très souvent à t égale 0. On vous dit par exemple, je lance un objet à telle vitesse depuis tel point. Donc on vous donne les positions initiales, la vitesse initiale, on vous donne des conditions initiales. Et ce f de 0, on va l'appeler f1 10 0. Bienvenue Erest. Donc ça, c'est ce qui vous est donné dans l'énoncé très souvent. Alors ce ne sera pas toujours à t égale 0, ce sera peut-être à t égale taux par exemple, ou à une valeur quelconque, t égale 3 secondes, je ne sais pas. Ce ne sera pas donc forcément une condition initiale. Et aussi, autre chose, là j'ai écrit une équation différentielle sur le temps. En physique, il y a plein d'équations différentielles sur d'autres choses, sur la position x, sur l'angle θ, etc. Et donc on ne va pas appeler ça une condition initiale, on va appeler ça une condition à la limite. Mais c'est le même principe, mathématiquement c'est la même chose. Donc ça, là, cette partie, c'est donné dans l'énoncé, très souvent. Sauf que j'ai écrit ce que c'est que f de t. Donc f de 0, je vais pouvoir remplacer t par 0 là-dedans. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc j'ai f de 0 qui vaut a fois 1 plus b taux, donc a plus b taux. F0, je le connais, c'est donné dans l'énoncé. B, je le connais, c'est aussi donné dans l'énoncé, c'est la solution, c'est le membre de droite, le second membre. Et taux, je le calcule à partir de a et b. Pareil, j'ai trouvé l'équation différentielle. Par exemple, la masse du ressort, la constante de raideur du ressort, ça va me donner taux. Donc pareil, tout ça, souvent, c'est donné dans l'énoncé. Donc là, je connais tout, sauf a. Donc je peux résoudre. Et donc, c'est le petit 3, j'en déduis la valeur de a. Et après, j'injecte cette valeur dans f de t. Alors, la valeur ou l'expression. Par exemple, je vais trouver... imaginons que f de 0, ce soit égal à 0. J'ai a plus b taux égale 0. Donc, a, ça va être moins b taux. Je remplace a ici par moins b taux. Et du coup, d'ailleurs, je peux factoriser pour rendre ça plus joli. Vous aurez ça assez souvent. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, on continue. Et on passe à la trigonométrie. Ça va assez vite, hein, je balaye vraiment les notions sans aller trop en profondeur. Après, donc, il y a la fiche d'exercice que je mets à disposition. Là, vous pourrez essayer d'aller un peu plus dans les détails. Là, je vais assez vite, c'est normal. Les formules de trigo à connaître. Sinus carré plus cos carré égale à 1. Cos de a plus b égale cos a cos b moins sin a sin b. Et sin de a plus b égale cos a sin b plus sin a cos b. Ça, je le donne à démontrer à mes élèves en début d'année. Ça se démontre de manière géométrique. Et ça, c'est tout simplement le théorème de Pythagore. Donc quand vous avez, ça je peux le faire rapidement, j'avais préparé le cercle ici. Quand vous avez, d'ailleurs je vais juste le recopier comme ça, parce que je vais en avoir besoin après à nouveau. Hop, voilà. Je suis sûr de pas le perdre. Donc j'ai un certain angle θ, et vous savez, donc vous vous intéressez à un certain point du cercle. Zut. Il faut que je valide là. Hop, c'est le problème avec GIMP. Voilà. Ici, alors, j'essaie de tracer ça de manière assez droite. Bon, j'ai raté le point, mais voilà. Vous avez un angle θ. L'abscisse, c'est cos θ. Donc ça veut dire que cette longueur ici, en vert, par exemple, si le cercle est de rayon 1, cette longueur, c'est cos θ. Ici. Et la hauteur, si je reporte l'ordonnée cette fois, cette longueur, c'est sinus θ. Et là, vous avez un angle droit. Donc cette longueur, c'est aussi sinus θ. Et vous voyez, vous avez côté opposé, côté adjacent, c'est sin θ et cos θ. Donc la somme des carrés vaut le carré de l'hypoténuse, qui vaut 1 au carré, qui vaut 1. Ça vient de là, cette formule-là. C'est tout simplement le théorème de Pythagore. Et vous pouvez retrouver les deux suivantes, là aussi, de manière géométrique. Ok.
Moi, j'aime bien apprendre seulement ces trois-là, connaître ces trois-là par cœur et retrouver toutes les autres. Par exemple, des fois, on vous fait apprendre cos de 2 θ. Bah, il suffit de remplacer a et b par θ. Cos de θ plus θ, c'est bien cos de 2 θ. Donc ça fait cos carré moins sin carré. Et si besoin, vous combinez avec celle-là pour changer un peu la forme. Voilà. Vous pouvez vous arranger. Celle-là, vous pouvez la retrouver à partir des précédentes, de ces deux-là notamment. Mais j'aime bien la demander à mes élèves. J'aime bien qu'ils connaissent ça par cœur parce qu'en physique, on s'en sert très souvent et ça permet quand même de gagner du temps. Donc cos P plus cos Q égale 2 cos de P plus Q sur 2 fois cos de P moins Q sur 2. Cos de pi sur 2 moins θ, c'est le sinus. Sinus de pi sur 2 moins θ, c'est le cosinus. Et quand vous ajoutez pi sur 2, cos de θ plus pi sur 2, ça fait moins sinus. Et sinus de θ plus pi sur 2, ça fait plus cosinus. C'est la même chose que si vous aviez dérivé. Donc on pourrait un peu entre guillemets écrire cos prime de θ. Le fait d'ajouter pi sur 2, vous voyez, c'est la même chose que dérivé. Donc pour le cosinus, il y a un moins dans les deux cas qui apparaît. Et cosinus, et la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Salut Cosmo Hacker, du coup, c'est que en radian. Donc ici, ça c'est à connaître par cœur. Cos de 0, ça fait 1, sinus de 0, ça fait 0. Donc à chaque fois, vous reportez sur le cercle trigo. Donc voilà, je vais poser ici. Hop. Donc l'angle 0, il est là. Le cosinus, donc c'est toute cette longueur, c'est le rayon du cercle trigo, donc ça vaut 1. Donc là, on voit que cos de 0, ça fait bien 1. Et le sinus, c'est l'ordonnée. Et ici, l'ordonnée vaut 0. Sinus de 0 égale à 0. Je vais dézoomer un peu. OK. Et après, donc ici, la colonne suivante avec pi sur 6 ou pi sur 3, vous voyez, c'est les mêmes valeurs, mais en croisée. C'est la fameuse technique pour couper une pizza en 3. Je sais, si j'ai fait un peu de trigo, que le sinus de pi sur 6, ça vaut 1,5. Donc ici, le sinus égale à 1,5. Ça correspond ici à un angle de pi sur 6. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Hop, et je prolonge ici vers le bas. Et c'est bon, j'ai coupé ma pizza en 3, avec exactement les mêmes angles. Donc là, vous avez 2pi divisé par 3. Ici, un pi sur 6 plus pi sur 2, ça fait bien 2pi sur 3. Pi sur 2, pi sur 2, ça fait 3pi sur 6. Donc vous avez 4pi sur 6, donc 2pi sur 3. Alors on a une énigme, je répondrai à l'énigme après le cours. Je garde ça de côté. Et cos de pi sur 4 et sinus de pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2 ou 1 sur racine de 2. Voilà. Et puis les deux autres colonnes sont à connaître. Voilà. Vous tracez à chaque fois le point sur le cercle trigo si vous avez un doute. Et les valeurs sont à connaître. À partir de là, on définit ce qu'on appelle les fonctions trigo réciproques. Donc au sinus, on associe l'arc sinus. Au cosinus, l'arc cosinus. Et à la tangente, l'arc tangente. Donc c'est une manière d'inverser la fonction. Donc si j'ai sinus θ égale x, je vais pouvoir écrire θ égale arc sinus de x, à condition, il y a une petite condition quand même, que θ soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça rejoint un peu le dessin que je viens de tracer. Ici, je connais le sinus de l'angle, mais je ne connais pas l'angle. Donc je connais l'ordonnée. Je sais que sinus θ est égal à 1,5. Et vous voyez qu'il y a deux possibilités. Donc si je veux récupérer θ, dire que θ c'est égal à quelque chose, donc je vais écrire par exemple arc sinus de 1,5. Ça, c'est une fonction déterminée, donc il y a une seule valeur. Donc il faut choisir entre les deux, et celle qu'on choisit, c'est celle-là. C'est celle qui est du côté droit. Donc on pourrait... je vais le faire d'une autre couleur, sinon ça va être un peu moche. On pourrait assurer un peu toute cette partie-là.
Vous avez à chaque fois deux solutions, par exemple ici et là, à partir du moment où vous avez spécifié le sinus. Eh bien, l'arc sinus, ça vous donne celle ici, celle de droite. C'est ça que je veux dire par θ compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Vous voyez que moins pi sur 2, il est là, et pi sur 2, il est là, donc on parcourt bien le demi-cercle de droite. Pareil avec cos θ. Donc ici, vous avez le cosinus qui est donné, par exemple ici. Je connais l'abscisse. Ben, j'ai deux possibilités à nouveau. Un angle compris entre 0 et pi, et un angle compris entre pi et 2pi. Et l'arc cosinus, il va donner cette valeur-là. Donc avec un angle compris entre 0 et pi. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Et pareil avec la tangente, arc tangente, vous prenez l'angle qui est entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Donc là, c'est un peu plus long à dessiner, mais la tangente, hein, si vous voulez la tangente de θ, là, vous prolongez jusqu'à cette droite ici, verticale, qui passe par x égale à 1. X, c'est l'abscisse. Donc vous prolongez ça, et hop, ça vous donne la tangente. Donc là, j'ai la lecture de la valeur tangente θ. Et bah là, vous pourriez me dire, bah oui, bah du coup, ça correspond à cet angle. Pas forcément, ça peut correspondre aussi à cet angle-là. Et cet angle-là, hop, c'est θ plus pi. Donc il faut choisir, et on choisit encore une fois celui qui est sur le côté droit. Donc comme pour le sinus, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Sauf que cette fois-ci, c'est exclu. Quand les crochets sont sur l'extérieur, ça veut dire que c'est exclu. Ok. Quelques rappels sur les vecteurs. Donc là, je le fais à 3 dimensions. Comme ça, vous avez toute la recette directement. Assez souvent, on se place à 2 dimensions. Hein. On étudie par exemple le pendule dans le plan ou la chute libre quand on lance un projectile. Ouais, tout ça, c'est à 2 dimensions. Mais voilà, je vous écris les choses à 3D, comme ça, vous avez tout. On va utiliser une base de cet ensemble de vecteurs. Donc un vecteur, vous pouvez le définir comme un bipoint, comme deux points. Et il y a une équivalence entre, je vais le dessiner, entre ce bipoint-là et ce bipoint-là. Voilà. Et celui-là ou ça. Et celui-là que je mets ici. Hop. Voilà, tout ça, en fait, c'est le même vecteur. Là, vous pouvez tracer une petite flèche. Vous pouvez imaginer donc une infinité de vecteurs dans le plan. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser une base pour générer tous ces vecteurs. Donc tous les vecteurs du plan, ou tous les vecteurs ici de l'espace à 3D, vont s'écrire comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là. UX, UY, UZ. Donc ça, ce sont les vecteurs de la base des coordonnées cartésiennes. Donc dans le plan, vous avez juste UX et UY. Voilà les deux vecteurs de la base. Et tous les autres vecteurs, ben, je vais les écrire comme une combinaison linéaire. Par exemple, ici, ce vecteur-là, U, c'est quelque chose fois UX, un certain nombre réel fois UX, plus un certain nombre fois UY. Donc ici, typiquement, c'est 1 fois UX plus 2 fois UY. Ok. Et donc, si j'ai un vecteur A, ça peut être l'accélération, mais ça peut être n'importe quel autre vecteur, je vais le décomposer comme ça. Je vais l'écrire comme une combinaison linéaire sur les vecteurs de base UX, UY, UZ. Et les trois valeurs ici réelles AX, AY, AZ, on appelle ça les coordonnées du vecteur. Et je peux mettre ça sous forme d'une colonne. Donc là, je suppose qu'on est en coordonnées cartésiennes. Vous voyez, je n'écris pas UX, UY, UZ, mais j'ai supposé avoir posé la base cartésienne. Et donc, j'ai les coordonnées cartésiennes, en hommage à Descartes, AX, AY, AZ. Ces vecteurs-là, UX, UY, UZ, je peux aussi les décomposer sur cette base. UX, hein, c'est 1 fois UX plus 0 fois UY plus 0 fois UZ. Donc ça fait 1, 0, 0. De la même manière, UY, c'est 0, 1, 0 et UZ, c'est 0, 0, 1. Si vous voulez la norme du vecteur, vous appliquez le théorème de Pythagore. Donc racine carrée de a carré, ax carré plus ay carré si vous êtes à 2D. Si vous êtes à 3D, vous rajoutez ça.
Vous pouvez effectuer le produit scalaire entre deux vecteurs. Je vous donne l'outil, je ne vous dis pas à quoi ça correspond, je passe assez rapidement, mais c'est très très utile. Ça permet de faire des projections, par exemple. En coordonnées cartésiennes, le produit scalaire, il se calcule avec cette formule AX, BX plus AY, BY plus AZ, BZ. Et le produit vectoriel, aussi très utile en physique, pour les champs magnétiques, par exemple. Ça s'appelle vectoriel, ça, ce petit wedge, là, ce petit chapeau. Et la formule, bah, pareil, on combine les coordonnées, mais cette fois-ci, ça ne donne pas un nombre, ça donne un vecteur. Donc pareil, je mets 3 éléments en colonne. Et le premier élément sur l'indice X, c'est AYBZ moins AZBY. Donc vous avez un peu la combinaison, la permutation circulaire qui apparaît là. Vous avez X, Y, Z, X, Y, Z, etc. Donc pour retenir la composante en X, ça commence par YZ, donc X, Y, Z, moins, et vous inversez. Et après, pour descendre, je vais l'attraper, hop. Ok. Hop. Et là, pour descendre d'une ligne à l'autre, justement, j'applique ces combinaisons-là. Vous voyez, le Y, je vais zoomer, le Y devient un Z, puis un X, puis un Y, puis un Z, puis un X, Z, X, Y, etc. Z, X, Y, Y, Z, X, Y, Z, X. C'est X, Y, Z à chaque fois dans l'ordre. Donc on appelle ça une permutation circulaire, ça permet de retenir la formule plus facilement. Et on peut exprimer ces produits scalaires et vectoriels à partir de l'angle entre les deux vecteurs. Donc qu'est-ce que j'appelle l'angle entre les deux vecteurs? Vous tracez A et B, et vous prenez cet angle-là. Je ne suis pas en train de prendre celui-là. Je suis bien en train d'aller de A vers B, donc je reviens. Je vais de A vers B. Pour le produit vectoriel, c'est important. Et je prends l'angle ici. Cet angle, il peut être obtus, pas de souci. Et voilà, je vais bien de A vers B. Et si j'ai A comme ça et B comme ça, je vais de A vers B. Le sens de l'angle est important. Ici, pour les deux formules, pas trop, parce que vous voyez, on va prendre des valeurs absolues. Mais pour le produit scalaire s'exprime en fonction des normes de A et de B. C'est la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle. Et le cosinus, on l'avait tracé, c'est pair. C'est une fonction pair. Donc là, on commence à connecter un peu les points. Hop, je vous remets le tracé de la fonction cosinus. Ici, en bleu, vous voyez que c'est pair. Donc cos de moins θ, c'est égal à cos de plus θ. Cos de moins pi sur 2, c'est égal à cos de moins pi sur 2. Donc le cosinus est pair, donc que vous mettiez θ ou moins θ, là, ça ne change rien. Donc le produit scalaire de A par B, c'est le même que B par A. Le produit vectoriel, par contre, il n'est pas symétrique. Par contre, si on prend la norme, ça le devient, parce qu'on met une valeur absolue. Pareil, produit des normes, cette fois-ci, fois le sinus. Donc ça, si vous faites des études de moments cinétiques, de champs magnétiques, etc., c'est très utile. Et enfin, on va passer au nombre complexe. Donc un nombre complexe, c'est une manière de décrire le plan à deux dimensions. Vous voyez qu'il y a deux nombres réels x et y. Donc ça s'écrit x plus iy avec i qui vérifie cette équation, i au carré égale à moins 1. Donc aucun nombre réel ne vérifie ça, aucun nombre réel n'a un carré négatif. Ici, c'est un nombre imaginaire. Ça permet de définir les nombres complexes. Et petit x, on appelle ça la partie réelle de z, et petit y, la partie imaginaire. Ça permet d'étudier les phénomènes dans le plan de manière beaucoup plus simplement. Ça permet d'étudier les phénomènes périodiques aussi en physique très très simplement, très rapidement. C'est très très utile. Entre autres, ça a des applications énormes en physique dans tous les domaines. Le module de z, on met des barres comme ça, on met 2 barres de chaque côté. Donc c'est pas la valeur absolue, attention. La valeur absolue, ça s'applique uniquement au réel. Là, c'est le module. Alors il se trouve que si vous mettez un réel, c'est la même chose que la valeur absolue, mais c'est une extension de ça.
c'est donné par la formule de Pythagore, encore une fois, racine de x carré plus y carré. En fait, on va voir, je vais faire le schéma après, que c'est relié à la distance, à une distance et à, encore une fois, la longueur de l'hypoténuse, d'où le théorème de Pythagore. Et l'argument, ben, c'est l'angle entre le point dans le plan et l'axe des abscisses. Donc voilà. Le module, c'est OM, et l'argument, c'est l'angle orienté. Donc retenez juste ça pour l'instant. Là, ça paraît un peu flou si vous avez jamais vu ça. Le module, c'est une distance et l'argument, c'est un angle. C'est plus clair si on le trace. Ici, ce que je fais, c'est... Donc je ne suis pas dans le plan R carré avec des nombres réels. Je suis dans le plan complexe. Et donc ici, au lieu de mettre abscisse ordonnée, je mets partie réelle, partie imaginaire. Donc c'est le petit x et le petit y ici. Donc vous voyez, si je prends un point d'affixe z, donc à chaque nombre complexe, je vais associer un point du plan. Tous les nombres complexes sont là dans le plan quelque part. Il y a les nombres réels ici, les nombres réels positifs, qui sont sur cet axe. Les nombres réels négatifs là, les nombres imaginaires purs sur l'axe des ordonnées. Et n'importe quel nombre complexe, je peux l'écrire x plus y. Donc je peux lui associer une abscisse et une ordonnée. Et bien la distance entre l'origine et ce point, c'est le module. Et là, vous voyez que avec Pythagore, c'est bien racine de x carré plus y carré. Et l'argument de z, ce qu'on appelle l'argument, c'est l'angle ici, avec l'axe OX. C'est cet angle θ. Donc tout part de ce point ici, qui représente le nombre complexe z. Et vous avez donc une autre manière d'écrire ce nombre complexe. Au lieu de l'écrire sous forme algébrique x plus y, vous pouvez l'écrire sous forme trigonométrique, module argument. Donc le module est là, module de z, fois exponentielle iθ, avec θ l'argument. Et vous avez ce qu'on appelle la formule d'Euler. Donc Euler, c'est Euler, hein, E-U-L-E-R, le mathématicien suisse, le prince des mathématiciens, on appelle. Eiθ, c'est cos θ plus i sinus θ. Ça rejoint ce qu'on avait dit sur la trigonométrie. L'abscisse ici du point qui correspond à l'angle θ, c'est cos θ, et l'ordonnée, c'est sinus θ. Donc ça se comprend graphiquement. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête tout le temps, cette représentation graphique, quand vous utilisez les nombres complexes. Ok. Donc maintenant, je vais prendre ce diagramme un peu simplifié, et on va se demander quel est l'argument. Créer une nouvelle page. On va se demander quel est l'argument de certains points en particulier. Donc ici, par exemple, si je retrace le cas général, je reviens ici, vous voyez que l'argument, je vais le copier aussi, comme ça je pourrais mettre des annotations. Je vais le mettre en dessous. Vous voyez que l'argument, là, c'est cet angle θ. Je peux y accéder par le côté opposé, qui vaut y, et je vais rester en vert, le côté adjacent, qui vaut x. Quand vous avez côté opposé, côté adjacent, et l'angle, vous savez relier tout ça avec une fonction trigonométrique. Vous savez qu'il faut utiliser la tangente. Donc ici, tangente θ, c'est opposé sur adjacent, y sur x. Et moi, ce que je veux, c'est θ. Donc on va utiliser ce dont on a parlé précédemment, la fonction trigonométrique réciproque que j'ai donnée tout à l'heure là. On va utiliser l'arc tangente. Il faudra faire attention, ça marche seulement si θ est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Mais ici, c'est bien le cas, on est bien entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc pour avoir θ, ici, je peux... je vais dézoomer. θ, c'est arc tangente de y sur x. Dans ce cas particulier, il faudra faire attention si θ est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc on a cette formule-là que je vais donner, qui permet d'avoir l'argument du nombre complexe. Sauf qu'il y a des
cas particulier où il n'y a pas besoin d'utiliser cette formule, par exemple ici, ça va beaucoup plus vite de revenir à la définition et de dire que l'argument, c'est l'angle. Donc c'est l'angle entre cette droite et le trait qui va du point O au point M. Bah là, l'angle, il vaut 0. Donc pour les réels positifs, l'argument vaut 0. Θ vaut 0. Pour les réels, donc c'est vrai pour M ici, mais c'est vrai pour n'importe quel réel positif, l'angle vaut 0. Donc l'argument d'un nombre réel positif vaut 0. L'argument d'un nombre réel négatif vaut cet angle-là, donc pi. Je pourrais écrire moins pi aussi, on verra que dans certains cas, il vaut mieux écrire moins pi. L'argument d'un imaginaire pur, par exemple i, ben son argument c'est pi sur 2. Θ égale pi sur 2. 2i aussi, voilà, si je mets... hop. Là, par exemple, j'ai 3 demi de i. Il est là, ce point. Là, j'ai 2i, 3i, etc. Si je monte, à chaque fois, θ vaut pi sur 2. Et pour les imaginaires purs, ici, avec un moins, une partie imaginaire négative, on a θ égale moins pi sur 2. Donc ça, c'est une erreur classique. N'utilisez pas l'arc tangente pour ces cas simples, pour les 4 directions, ici, perpendiculaires. C'est ce que j'ai écrit là. Voilà. Si le réel est positif, l'argument vaut 0. Si le réel est négatif, l'argument vaut plus ou moins pi. Si vous avez un imaginaire pur du type IB, donc avec une partie imaginaire B qui est strictement positive, l'argument vaut pi sur 2. Et si c'est négatif, ça vaut moins pi sur 2. Quand on étudie les filtres en physique, en électronique, on utilise ça très très souvent. Donc ça, c'est à connaître. L'argument, ça ressemble un peu au logarithme. Hein, vous avez cette forme-là trigonométrique, du nombre complexe. L'argument, c'est θ. Donc on va chercher ce qu'il y a dans l'exponentielle. Et vous vous souvenez, on a défini une fonction qui fait ça, mais quand tout est réel, c'est le logarithme. Moi, je vais juste écrire ça. Si vous avez x égale exponentielle y et que vous voulez aller chercher y, ben vous dites que y, c'est ln de x. Ce qui va chercher ce qu'il y a dans l'exponentielle, c'est la fonction ln. Ici, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas exponentielle de y, c'est exponentielle de iθ. Il y a le nombre complexe i devant. Mais c'est un peu le même principe. L'argument va chercher ce qu'il y a dedans. Donc ça se comporte un peu comme le logarithme, notamment ici, la transformation des produits en somme et des fractions en différence. Argument de z sur z', c'est argument de z moins argument de z'. Ensuite, la fameuse formule que j'ai donnée avec l'arc tangente de b sur a. Ok. Et une petite subtilité, si a est négatif, si la partie réelle est négative, il faut rajouter plus pi. Donc ça, c'est le schéma que j'ai fait précédemment. Je peux prendre celui-là. Oui, c'était celui-là. Je connais, toujours pareil, je connais la tangente. Je connais x et y. Donc je peux calculer, donc là j'ai mis x et y, c'est a et b hein, dans le poly, mais c'est pareil. Je peux calculer θ à condition de savoir où est le point. Parce que si je connais la tangente, donc même schéma que tout à l'heure, je projette ici sur cet axe, je connais la tangente, et ben je pourrais aller chercher ce point, il a la même tangente. La fonction tangente, elle est périodique, non pas de période 2π, mais de période π. Donc ici, au bout d'un angle π, je suis retombé sur la même tangente. Vous voyez, si je projette ici, sur cet axe-là, je vais tomber sur le même point. Et donc, je vais prendre une autre couleur. Je vais reprendre le rose. Ici, tout ce qui est de ce côté-là, donc quand θ est compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2, ça correspond à, effectivement, cette formule que j'ai écrite là, pas de souci. Par contre, de l'autre côté, il faut rajouter pi. Parce que si vous prenez l'arc tangente, elle vous donne ce point forcément. Elle vous donne le point qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Or vous, c'est pas ce point que vous voulez, c'est celui-là. Donc il faut rajouter pi. C'est ça le plus pi qui est ici. Et la condition si A positif, si A négatif, c'est exactement ce que j'ai dessiné. La petite a, hein, donc ici j'écris z égale A plus IB. Au lieu de xy, je mets A et B. A positif, hein, c'est exactement
la partie assurée en rose. La partie réelle est positive. Et de l'autre côté, à gauche, on a une partie réelle négative. Donc si A est positif, tout va bien, je pars de la tangente. Voilà, graphiquement, je pars de ce point. Et l'arc tangente m'amène ici. C'est cette formule-là. Mais ça, c'est vrai seulement si A est positif. Si A est négatif, l'arc tangente, elle va m'amener là. Donc, il faut que j'ajoute pi pour tomber sur le point qui m'intéresse. C'est une petite subtilité. De tout le diapo, là, si ça, c'est un peu trop subtil, laissez tomber, c'est pas le plus important. Ensuite, le conjugué complexe, on le note Z étoile ou Z bar des fois. En physique, on le note plutôt Z étoile parce que Z bar, c'est réservé à d'autres choses. Donc, c'est le symétrique par rapport à l'axe réel. Donc, on change le signe de la partie imaginaire. Au lieu de mettre Y, on met moins Y. Donc, on part de X plus Y. Le conjugué s'écrit X plus Y. Le conjugué s'écrit X moins Y. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. Le conjugué du rapport, c'est le rapport des conjugués. Donc, tout va bien avec le conjugué. Toutes les opérations fonctionnent bien. Et le conjugué du conjugué, vous faites le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et puis vous refaites le symétrique. Vous revenez sur le point de départ. Donc Z étoile, étoile, c'est Z. Et on peut calculer facilement, des fois c'est utile ces formules, la partie réelle et la partie imaginaire à partir de Z et de Z étoile. La partie réelle, c'est Z plus Z étoile sur 2. Oui, regardez. Z, c'est X plus Y. Z étoile, c'est X moins Y. Donc si je fais la somme, le plus Y moins Y se simplifie, il reste 2X. Et si je divise par 2, ça me donne X, ça me donne bien la partie réelle. Et la partie imaginaire, vous faites la même formule, ça marche bien, le même processus. C'est Z moins Z étoile sur 2I. Ça ressemble aux formules que vous connaissez peut-être. Cos θ, c'est EIθ plus E moins Iθ sur 2. Et sin θ, c'est la même chose avec un signe moins ici et avec un I au dénominateur. Ce sont les mêmes formules, j'ai juste pris Z égale exponentielle Iθ. Le conjugué de exponentielle Iθ, c'est exponentielle moins Iθ. Ça se voit graphiquement, ça se démontre de plusieurs manières, mais ça se voit graphiquement. Hop. Je vais récupérer le cercle pour faire le schéma proprement. Il est là. On va dézoomer. Hop. Zut. Qu'est-ce que c'est que EIθ? C'est un point ici. Donc EIθ, c'est un nombre complexe, donc c'est quelque part dans le plan complexe. C'est un des points complexes. Il se trouve qu'il est sur le cercle unité, de rayon 1. Effectivement, le module de EIθ, ça vaut 1. Et l'argument de EIθ, je vais chercher ce qu'il y a là, tout simplement, c'est θ. Donc ici, comme la tablette n'est pas droite. Ok. Donc ça, c'est EIθ. Donc si je connais l'angle θ, je peux poser le nombre complexe, l'affixe, le point d'affixe EIθ. Et E moins Iθ, je change θ en moins θ, donc il est ici. Mais moins θ. Et là, j'ai fait exactement ce que je viens d'évoquer, la symétrie par rapport à l'axe des réels. Il se trouve que c'est 1 sur EIθ aussi. Et ça, c'est bien le conjugué de EIθ. Donc c'est EIθ bar ou EIθ étoile. Ok. Et ces formules, vous pouvez aussi les retrouver, non pas géométriquement ou même pas en utilisant ça, mais analytiquement directement, en revenant à la formule de l'air. EIθ, c'est cos θ plus I sinus θ. Ça se démontre aussi de manière par le calcul, de manière algébrique. Ok. Et il se trouve que quand je multiplie un nombre par son conjugué, ça me donne le module au carré. Voilà, vous pouvez le démontrer. Je ne vais pas tout démontrer. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Le module de l'inverse, c'est l'inverse du module.
Le module de Z1 sur Z2, c'est le module de Z1 divisé par le module de Z2. Mais là, je divise des nombres complexes et après, je prends le module. Là, je prends d'abord le module, donc ça me donne un nombre réel, et je divise des nombres réels. A priori, on ne sait pas si c'est la même chose. Il se trouve que ça marche. Donc tout va bien, sauf pour la somme. Attention, le module de la somme, ce n'est pas la somme des modules. D'ailleurs, il y a une inégalité triangulaire. Il se trouve que c'est toujours plus petit. Le module de la somme est plus petit ou égal à la somme des modules. Alors, il y a certains cas où vous aurez une égalité, mais dans le cas général, hein, vous mettez une inégalité. Et on appelle ça l'inégalité triangulaire. Pareil, je ne démontre pas. Le but ici, c'est de rappeler des choses opérationnelles. Ok. Donc ce diapo, voilà, on a fini avec ce diapo. Je vais, ces diapos, je vais mettre ce PDF sur la liste mail. Vous pourriez y accéder directement. Et je vais mettre aussi un TD d'application avec une centaine d'exercices d'application pour vous entraîner à tout ça, parce qu'il faut s'entraîner. Pareil, c'est sur la liste mail. Et si vous inscrivez à la liste mail, vous avez aussi une mini formation en 3 mails pour apprendre à travailler efficacement, parce que la méthode de travail en prépa, c'est extrêmement important. Voilà, tout ça, c'est donné gratuitement sur la liste mail. C'est le premier lien en description. Voilà, à bientôt. Les prochains cours, ça va être de l'optique de début de prépa.